Bienvenue à vous, aujourd'hui dans Mélodie de ma vie, quelqu'un d'assez unique dans son genre, le dernier des grands fantaisistes, le dernier des grands monstres sacrés du musical au sens le plus noble du terme, Monsieur Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont, plus connu sous le nom de Marcel Amont. Bonjour Marcel. Dont le monstre vous salue. Monstre sacré. 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 Oula. Mais dans Monstre sacré, il y a monstre et il y a sacré surtout. Oui. Alors écoutez, laissons les choses comme elles sont. Allez, au revoir, on fera pas mieux. On a bien débuté. Marcel, vous êtes actuellement sur scène avec Marcel raconte Amont. Raconte et chante. Et chante. Qu'est-ce qui vous amène à quelques 89 printemps à vouloir justement sortir de votre zone de confort et à faire pour la première fois une espèce de one-man show chanté? Ce métier, je vais rien vous apprendre, a des facettes multiples. Les clowns, les comiques, les poètes, les guitareux. C'est un seul et même métier qui a 10 000 facettes. Or moi, j'en ai exploité quelques-unes. J'ai réussi, après avoir été dans mon Bordeaux natal, à mes tout débuts, avoir été chanteur d'orchestre, avoir joué les comédies, les ballets de Molière. Bon, je me suis consacré au tour de chant et ça ne m'a pas si mal réussi, puisque je suis allé faire mes galipettes à travers le monde. Si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, c'est pas si mal. Mais si de temps en temps, on a l'occasion de se faire peur, c'est-à-dire de se fixer un challenge, eh bien, moi ça me convient. Justement, à 89 printemps, avoir envie de se faire peur, c'est quand même... c'est signe qu'on est en pleine vie, quoi, qu'on est... Je dois avoir en moi le besoin de lancer des défis, de me lancer des défis. Alors, c'est vrai, on dit que quand on choisit les métiers de la scène, c'est un plan B, parce que finalement, on a une revanche à prendre. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai été poussé par ce qu'on pourra appeler une vocation impérieuse. Et donc, pourquoi me reposer sur de supposés lauriers à mesure que je prends de l'âge et que j'ai le bonheur d'avoir encore assez de force pour pouvoir me montrer dignement devant le public. Ce sont des grands mots, des grandes phrases, tout ça. Mais je pense sincèrement, pour répondre longuement à votre courte question, je pense que le défi que je me lance, eh ben, il est moindre quand même que celui que je me lançais quand j'avais 20 ans et que je renonçais à l'enseignement. Vos parents, Romélie et Modeste Miramont, ils le prennent comment, votre choix à un moment, lorsque vous leur dites, eux, donc vous êtes fils unique, ils ont tout fait pour que vous ayez de l'instruction, comme on disait à l'époque, vous en avez eu, et puis vous leur dites, ben, l'enseignement, non, je veux monter sur les planches. Avec énormément d'inquiétude, parce que je suis d'un milieu ouvrier d'origine paysanne. Tout le monde, il n'y avait pas de télé à l'époque, tout ça chantait partout, dans les cours, dans les jardins, dans les cuisines, tout le monde chantait. Et j'annonce que je vais être chanteur et que je vais vivre de ça. Mais que le fils du voisin aussi, il chante et on l'entend que lui à la chorale. Mais il a une paye à la fin du mois, il bosse, il travaille. Il a un métier, lui. Il a un métier, lui. C'est le virgule, lui, point d'exclamation qui compte là. Et n'oubliez pas, cher Frédéric, que mon père et ma mère béarnais, c'était pas leur langue maternelle. Ils ont appris le français à l'école laïque et obligatoire de Jules Ferry, et ils le parlaient remarquablement. Et voilà, ce petit à qui on donne l'occasion de devenir à son tour instituteur, ces instits de la Troisième République que nous vénérons, et ce con-là, il veut gagner sa vie, il prétend gagner sa vie à chantant. Comme on n'est pas très bien. Mais ça vous vient d'où? Vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, je veux monter sur la scène, je veux être un saltimbanque? J'ai toujours voulu me donner un spectacle. J'étais toujours entouré de copains. J'ai été, allez Miramont, vas-y, fais l'andouille, fais-nous rigoler. C'est ça. C'est toujours. Le joyeux de riz, celui qui amuse les autres. Celui qui amuse les autres, le comique pour noces et banquets, celui qu'on pousse dans les radios crochets. C'était la Starac de l'époque. Oui. Allez Miramont, vas-y, fais-nous rigoler. Allez Marcel, allez. Bon, c'est une explication, elle est plausible. Alors Marcel, dans vos premiers grands émois, vos premiers grands chocs musicaux, il y a un certain Charles Trenet. Oui. On l'écoutait beaucoup chez vous? On écoutait la radio, il y avait le poste de TSF. On se mettait autour? Non, mais il trônait en bonne place dans la cuisine et ça débitait des chansons. Mais chaque fois qu'on avait un moment, on écoutait. Le poste était branché en permanence. Et Trenet, ça évoquait quoi pour vous?
ce côté farfelu. Monsieur, vous oubliez votre cheval. Je savais toutes ces chansons par cœur. Je chante. Le soleil rendez-vous avec la lune, le soleil rendez-vous avec la lune. Merveille. Je savais tout ça par cœur. Et dans les fameux radiocrochets, je chantais préférentiellement du traîné. Et après, bon, il y avait un type que j'aimais beaucoup, Yves Montand, mais je ne l'avais jamais vu. Et un jour, je me paye quand même une place au promenoir à l'Alhambra de Bordeaux. Et là, j'en ai pris plein la poire. Quoi? En 3 minutes, on peut vous raconter autant de choses en les mimant. Battling Joe, je me souviens de Battling Joe, ça m'a marqué pour la vie. Battling Joe, ce petit gars du Nord qui se châtaigne avec les copains, et puis il devient champion de France, et puis champion d'Europe, et il finit avec sa canne blanche aveugle. Et ça en 3 minutes. Je pense que là a été quand même probablement la vraie révélation. Le déclic. Je me suis dit, voilà, ça, mais ça me botte, ça va bien. De pouvoir incarner un personnage, vous avez vu ce que vous alliez pouvoir Voilà, amener, quoi. et très vite, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça m'a conduit souvent à prendre de mauvaises décisions, mais c'est-à-dire en négligeant des chansons plus populaires. Je me suis fait un répertoire au fil des ans. Ou le fantaisiste. Le fantaisiste est le gars qui peut mimer, qui peut jouer à la comédie. Voilà. En tant qu'interprète, avez-vous eu souvent l'impression de donner, d'insuffler du talent à vos auteurs-compositeurs? Je choisissais prioritairement des chansons qui me permettaient de faire mes jeux de scène. Voilà. Mais il vous est arrivé de souffler des idées, de dire Ah, à vos j'ai travaillé. auteurs, j'ai envie de chanter ça, j'ai envie de... Ah, ce qui est clair, c'est que j'ai par exemple travaillé beaucoup avec Nougaro. J'ai coécrit certaines chansons avec Claude. Je ne les ai pas co-signées parce que je me dis, j'ai gagné 10 fois ma vie comme lui. Oui. Je ne vais pas co-signer. J'ai eu tort parce que qu'est-ce que je serais fier maintenant d'avoir mon nom accolé au sien. C'est vrai que le monsieur, toute la fin du Monsieur qui volait, c'est moi qui l'ai écrite. Le Barbier de Séville, l'intrigue et que la coécriture c'est de moi. J'ai essayé que ce ne soit pas trop mal écrit. Je ne crois pas avoir à mon passif des chansons dont j'ai à rougir, même si le texte n'était pas toujours génial. C'est toujours de très bonne facture. C'est de très bonne facture. Maintenant, quand c'est Nougaro, Eddie Marnet, Brassens qui m'apporte le chapeau de Mireille, l'essentiel pour ce qui a été toujours la structure de mes tours de chant, ça a été de trouver des idées. Voilà, des idées qui pouvaient me conduire à vous mettre en scène. À me mettre en scène. Au début, à Paris, lorsque vous arrivez, avant d'aborder cette année 56, qui était l'année de tous les miracles dont on va parler tout à l'heure, ça se passe comment pour vous? C'est quoi? C'est la course au cachet dans les cabarets? Comment, en montant de Bordeaux, vous arrivez à trouver votre place, à survivre dans ce Paris qui ne devait pas être très très simple? Quand je suis arrivé en 50, le métier, me semble-t-il, mais j'ai eu quelques confirmations ici et là, se faisait en gros tel qu'il se pratiquait au début du siècle, à l'époque du Cafcons. Bon, certaines choses avaient évolué, il n'y avait plus de comiques troupiers ni des choses comme ça. La télévision, ça j'insiste beaucoup là-dessus, il n'y avait pratiquement pas de télé. Elle était encore soit à l'état expérimental dans les années 50, soit quelques privilégiés la possédaient. Ça ne comptait pas. Et le populo sortait beaucoup, on chantait partout. Il existait dans des tas de lieux, pour toutes sortes de publics, les grands boulevards, il y avait des brasseries partout, il y avait des petits orchestres qui engageaient des chanteurs. Et il y avait donc des tas de lieux qui permettaient, en étant payés très chichement, mais en s'additionnant, qui permettaient aux jeunes professionnels qui débarquaient de son Bordeaux natal, ça permettait au moins de manger et de se loger convenablement. Ce que j'ai fait, des fois il m'arrivait de faire 3 à 4 cabarets qui étaient payés avec un lance-pierre. On progressait de cabaret en cabaret. J'étais chanteur d'orchestre, l'orchestre Christian Bob. Je faisais quelques galas ici et là. Puis j'ai décidé, j'ai compris assez vite que ça me conduisait à la longue à m'affirmer dans Bordeaux où il ne se passait pas grand-chose sur le plan artistique. À l'époque, Toulouse bougeait un peu, mais Bordeaux pas beaucoup. Bon, à partir du moment où j'ai pris la décision de monter à Paris, il y avait du boulot quand même. Il fallait se fatiguer, il fallait se coucher tard, et on se faisait les muscles. J'ai appris, en allant chez les petits éditeurs, à récupérer des chansons, des laissés pour compte, des chansons dont certaines vedettes n'avaient pas voulu. C'est ainsi que je suis devenu très copain avec Charles Aznavour.
il m'avait à la bonne. Il me donnait des chansons, notamment Les Amoureux de Penet, dont Juliette Gréco n'a pas voulu, N'allez jamais à la Havane, qui avait été écrite pour Dario Moreno. Je me constituais un répertoire. Peu à peu, je n'imitais plus personne. J'avais donc un style personnel, un répertoire personnel. Il se passait des choses. Quand on passait dans des brasseries, c'était ignoble des fois, au milieu des... Et 3 cafés et 2 bières pour le 14. Une horreur. À un moment donné, j'étais dans un hôtel pourri, je dirais pas quelle rue, pourri vraiment, le 8e étage, sans ascenseur, pour aller faire pipi, 2 étages plus loin. Mon père et ma mère viennent me voir de Bordeaux. Ça, c'est un moment que vous racontez dans votre spectacle, qui est extrêmement émouvant. Bon, alors, on a parlé de choses et d'autres. Et au bout d'un long silence, maman me fait, avec son bel accent berné, « Tu es sûr, Marcel, que tu ne veux pas reprendre tes études ?» C'était un réquisitoire. C'est très émouvant en même temps. Oui, mais c'était, je comprends, ils continuaient à être inquiets, les braves, adorables papa, maman. Bon, mais il y avait du boulot. Parce que ce que vous ne savez pas, vous les jeunes, c'est qu'à partir, il y avait des tas on passait à la bolée, dont le répertoire était constitué de chansons de Cordogarde, que je ne peux pas vous chanter ici, mais alors c'était connu pour ça. Bon, et maintenant, mesdames et messieurs, le jeune fantaisiste Marcel Amont. Et vous chantez mes 3-4 chansons. On me donnait de quoi, là aussi. Petite question d'ailleurs, en vous écoutant, pourquoi vous n'avez pas gardé Miramont? Je ne sais pas trop. Je sais que ça serait maintenant, je m'appellerais Balthazar Miramont. Mais c'est trop tard. Marcel, on va arriver à l'année miracle. L'année qui a tout changé dans votre vie. Je veux bien sûr parler de l'année 1956. Je vous vois venir. Qu'est-ce qui s'est passé en 1956? Racontez-nous. Résumé des chapitres précédents. Je suis à Paris depuis 50 ans. J'ai eu des engagements assez rapides, mais pas suivis. Il y avait... Et je voulais rassurer mes parents. Je ne pouvais pas leur dire tout va très bien, mais envoyez-moi un petit mandat. Bien sûr. Mandat parce qu'ils n'avaient pas de compte en banque et je ne pouvais pas les rassurer. Bon, j'ai eu des moments difficiles, très, très difficiles même, puisqu'encore une fois, les engagements n'étaient pas suivis. Je me constituais un répertoire. J'avais compris très vite qu'il fallait cesser d'imiter les gens que j'admirais. Pas de je chante, surtout pas. Pas de rien dans les mains, rien dans les poches. Pas de montant, tout ça. Essaie de te trouver un style, même si tu as moins de succès. On a moins de succès quand on n'imite pas les grandes vedettes. Au départ, bien sûr. Au départ. Je n'avais fait que du cabaret. C'est-à-dire, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui fument, il y a des entraîneuses qui éclatent de rire parce que les pauvres, elles sont payées la bouteille de champagne, etc., etc. Et je n'avais jamais fait de musical. Or, il y avait un musical qui venait de s'ouvrir, qui avait été repris en main par Bruno Cocatrix, qui s'appelait l'Olympia. Le mythique Olympia. Le mythique Olympia. Et Cocatrix, je ne sais pour quelle raison, moi je rêvais de passer à l'Olympia. Et j'avais entre-temps un type que j'ai beaucoup aimé, un agent qui s'appelait Eddie Marouani, qui est resté mon agent pendant 20 ans. Et il ne comprenait pas pourquoi Cocatrix ne me prenait pas. N'entrons pas dans les détails. À un moment donné, on se trouve en rade de supplément au programme. Ça s'appelait ainsi, on donnait sa chance à un débutant. Moi, j'étais un débutant qui était là déjà depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Mais je me disais, bon, il vaut mieux passer en supplément au programme. Que de ne pas passer. Que de ne pas passer. Et de fil en aiguille, il se trouve qu'on est amené à me mettre en supplément au programme en collant les affichettes dans la nuit dans Paris, en supplément au programme Marcel Amont. Chose qui jusque-là n'avait pas été possible. Comme j'avais du métier, que j'avais d'abord une envie de montrer de quoi j'étais capable. Et puis la vache enragée, vous l'aviez mangée? Je l'avais mangée. J'avais gagné le prix d'interprétation à Deauville. J'avais une certaine confiance en moi. Je sautais par-dessus les chaises, je marchais sur les mains. Et le soir de Piaf arrive. Elle a mené à elle. D'abord, c'était une immense vedette populaire, mais pas seulement. Elle avait toute l'intelligentsia et tous les gens du métier. Oui. Le soir de la première, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Il y avait Montand, Signoret, Salvador, Charlie Chaplin. Dans la salle. Marlène Dietrich dans la salle pour applaudir. Elle était au sommet de sa gloire. Et me voilà en numéro 3. Après les clowns, les petits chiens, les gens, certaines personnes continuaient à s'asseoir. Et je peux le dire,
Je casse la baraque à telle enseigne que c'était iconoclaste. Paul Carrière dans le Figaro titrait à l'Olympia Édith Piaf et Marcel Amont. Je ne savais pas où me mettre. C'est beau, c'est beau. Oui, mais attendez, c'était gênant pour moi. Bon, quoi qu'il en soit, je peux dire que j'ai cassé la baraque et que je suis passé de l'ombre à la lumière, puisque, je vais vous donner des chiffres, entre le mois de mai, passage à l'Olympia, et le mois d'octobre, mes cachets multipliés par 12. Ah oui, quand même. J'avais jamais vu autant de pognon de ma vie. Ils viennent me prendre live, comme on ne disait pas encore à l'époque, à l'Olympia. Ce premier disque pris à l'Olympia, grand prix du disque, avec un autre débutant qui s'appelait Serge Gainsbourg et Julien Gréco. Parce qu'entre-temps, j'étais... La compagnie était pas mal quand même. Piaf a été prolongée. Et votre nom est monté. Et au fur et à mesure, elle a été sport quand même. Le petit dont on disait qu'il était la révélation de l'année, tout ça, ça ne lui faisait pas de l'ombre. Elle était tellement au-dessus de tout ça. Mais j'ai commencé dans Supplément au programme, j'ai continué deuxième vedette et j'ai fini en Édith Piaf et Marcel Amont, la révélation de l'année. En américaine donc. En américaine, appelons ça comme ça. Et en plus de ce que je viens de dire, le film avec Brigitte Bardot. Oui. Ce qui fait. Mais c'est simple. Eddie Maroni me dit, après la tournée d'été, puisqu'il s'en est suivi une tournée d'été. Le film La mariée était trop belle. Voilà. Et Maroni me dit, qu'est-ce que tu fais de tes sous? Je dis, c'est dans un tiroir chez moi à Saint-Cloud. Quoi? À Saint-Cloud. Quoi plus encore? À Saint-Ouen. Mais tu es fou! Allô, il appelle la banque, il dit, ouvrez un compte au jeune Amont que vous avez vu à l'Olympia là. Non, il n'en a pas, il n'avait pas assez de sous pour ouvrir un compte. Voilà. Et je suis allé le lendemain avec un sac de sport, plein de billets de banque. Je suis allé ouvrir un compte. J'ai eu un compte en banque. Comme dans votre chanson, on vous a appelé monsieur ce jour-là. Pas encore, c'est beaucoup plus tard. J'ai traversé la rue, il y avait un magasin de chaussures, et je suis allé m'acheter une paire de chaussures, et j'ai fait un chèque. Mon premier chèque de ma vie, à 26 ans, 27 ans. Pas mal, non? Marcel, c'était un bonheur de vous avoir ici sur le plateau de Mélodie. On vous dit un grand M majuscule pour son nouveau spectacle. Comme Marcel. Un grand M majuscule comme Marcel. Très bien. Un grand M majuscule comme Marcel pour ce disque qui sort ces jours-ci. On vous dit merci d'avoir été là et à très très vite. Merci Marcel.